Notre magasin Coop IGA Extra Montmagny et les marchés Tradition Cap Saint-Ignace sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. La coopérative a pour mission d'offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres et à la communauté, tout en contribuant au développement économique et social du milieu. Soucieuse de ses 160 employés, bonifiant l'expérience de ses membres au quotidien, notre magasin Coop de Montmagny, c'est tout cela et bien plus encore. Ensemble, on fait de grandes choses avec plus d'avantages. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Aujourd'hui, nous vous proposons d'autres rencontres qui ont eu lieu en 2023, entre autres dans les studios de SEMA TV. Dans un premier temps, on va s'entretenir avec Rénald Ouellette. Également, Kevin Gagné nous parle de son canot Atlas et on voit la construction par étapes. On vous propose ça dans quelques instants. La ministre Pascale Saint-Onge était de passage à Montmagny cette année. Michel Montminy s'est entretenu avec elle. Et aussi, Bianca Roy nous parle du musée de la mémoire vivante. Aussi, à ne pas manquer, c'est Daniel Lachance, le pharmacien, qui sera de passage pour parler santé dans l'émission. On va parler mémoire aujourd'hui. J'ai la meilleure personne pour en parler. Rénald Ouellette, bonjour. Salut. Alors maintenant, maître de tradition vivante, maître de la mémoire aussi, je pense. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est un prix qui m'a été décerné par le Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est une reconnaissance pour les musiciens. Il y a des musiciens, puis également les conteurs qui sont là-dedans, les métiers d'art traditionnels aussi, pour c'est un prix de reconnaissance d'une carrière. Puis c'est des gens qui ont accumulé de la mémoire, justement, durant toute leur vie, pour pouvoir la transmettre. Oui, c'est important, la transmission dans tout ça aussi. Et on en parlait justement avant d'entrer en ondes. La transmission, ça a été pour vous la transmission, entre autres, du Carrefour mondial de l'accordéon. Vous vous êtes retiré tranquillement. C'est ça, oui. Bien, depuis une année maintenant, j'ai pris une retraite complète là, du Carrefour, à la fois aussi également de l'école de musique, du musée de l'accordéon. Je t'ai rendu, je pense que c'était le temps là, dans ma vie de prendre une pause après avoir travaillé pendant plusieurs années consécutives. Puis c'est ça, j'ai transmis mon savoir à Catherine Couillard, qui maintenant dirige le Carrefour mondial de l'accordéon. Puis en plus, il y a notre ami Steve Normandin qui est venu l'appuyer au niveau de la direction artistique. Puis là, Catherine s'est monté une bonne équipe, fait que ça va bien. C'est ça que c'est rassurant quand tu as travaillé pendant une trentaine d'années dans un organisme, à le faire vivre, le faire s'épanouir, grandir, puis de voir qu'il y a une continuité à ça. C'est ça qui est vraiment valorisant. Pour le prix de maître de tradition vivante, pour ce programme-là, on vous demandait de faire justement, de montrer un exemple de passation de la tradition. Et pour ça, vous avez fait un concert. Déjà, c'est en 2021, je crois. Oui. Et c'est un peu ce que nous suit, parce que, bon, j'ai commencé un peu vite, là, mais hier, c'était la première du documentaire sur M. Ouellette, justement. En fonction de ce prix-là, il fallait faire un documentaire, il fallait montrer, faire une preuve de cette passation de tradition vivante. Bon, pour les gens ici, c'était pas compliqué de le savoir, mais il faudrait le montrer au reste du monde aussi, question de vous faire connaître. Et c'est ce concert-là, dans le fond, qui a été mis sur pied, qui a tout lancé, là. Tout à fait. Quand j'ai reçu le prix, il m'avait demandé des suggestions de projets que je voulais faire. Puis une des suggestions que j'avais fait, c'était de présenter un concert d'accordéon, mais avec plusieurs accordéonistes, pour démontrer également aussi l'aspect de la transmission, de l'apprentissage de l'accordéon. Ça fait que moi, j'ai appris le répertoire de musiciens traditionnels qui ont été généreux envers moi. Et là, je suis en train je le transmets à un de mes élèves qui s'appelle Alexandre Patry, qui joue très, très bien, qui est très bon. Donc, il y a une continuité. Puis, il y a mon ami Sabin Jacques qui habite pas loin d'ici, à Beaumont. Puis lui, il a fait le même processus un peu. Dans sa famille, il y a un oncle qui jouait de l'harmonica, lui, de son côté à lui. Puis il y a son ami Mathieu Baillargeon, maintenant, qui a côtoyé Sabin puis qui a appris des choses avec Sabin. Fait que c'est ça qu'on voulait démontrer, que ce répertoire-là, bien, il vient dans quelque part, puis il va continuer dans le futur. Ça fait qu'on a décidé, là, on s'est rassemblés les quatre avec Rachel Aucoin, la conjointe à Sabin, qui est une pianiste extraordinaire. Mm-hmm. Donc, on a travaillé ensemble, mais pendant une année, c'était un beau projet. C'est le fun d'avoir de
du temps de réaliser des projets aussi, puis d'avoir les moyens aussi, puis tout ça. Puis le Conseil québécois, puis le Carrefour mondial de l'accordéon nous ont donné ces moyens-là. Fait qu'on a pu travailler pendant une année à monter ce concert-là, choisir du répertoire. Puis vraiment, chaque pièce a été sélectionnée en fonction de, c'est quoi la valeur de cette pièce-là dans la musique traditionnelle du Québec d'aujourd'hui. Puis pour pouvoir justement démontrer toute la richesse aussi, les différents styles, différents rythmes de musique. Donc, c'était un beau projet. Puis avec Gilles Pitt, qui était le coordonnateur du projet au début, du Conseil québécois du patrimoine vivant, Gilles me dit, ça serait le fun d'avoir une trace de ça, d'avoir un vidéo. Fait que j'ai dit, c'est une très bonne idée, ça. Fait qu'eux se sont occupés de ce volet-là, de monter une équipe qui nous a suivis pendant notre parcours, pendant les répétitions. On a fait des pré-entrevues. C'est Renaud de Repentigny qui est le réalisateur. À un moment donné, Renaud, je le trouvais tannant parce que il m'a fait une entrevue, je pense, qui a duré 2h30 au téléphone. J'ai fallu que je compte ma vie à l'endroit puis à l'envers. Fait que là, à un moment donné, je trouvais que c'était lourd, mais ça a rapporté parce que Renaud, il a bien ciblé le message qu'on voulait passer dans le documentaire. Donc, il a fait beaucoup de tournages, puis tout le monde a été généreux. Puis à l'autre bout, c'est ça. Il y a eu le petit bébé du documentaire là, qu'on a pu visionner hier soir. Une trentaine de minutes bien intenses. Oui. Tout est là, je pense, quand même. Hein? C'est bien fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a surpris parce que Renaud avait tellement pris d'images, il aurait pu avoir plusieurs angles, plusieurs axes pour le documentaire. Puis finalement, il a vraiment été chercher ce que nous autres, on voulait, c'était la transmission du répertoire, puis tout ça. Mais il a fait un gros travail parce qu'il a vu qu'il avait tourné beaucoup d'images. Il a fallu que lui fasse le ménage là-dedans pour aller chercher les bons points, les bonnes images, le bon discours, puis en même temps, qu'il y ait une trame, qu'il y ait un ordre là-dedans. Fait qu'on commence quand j'étais jeune, à aller jusqu'à maintenant. On veut retourner peut-être justement quand vous étiez jeune. Comment ça a débuté, cet amour de l'accordéon? Moi, souvent, c'était un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, à l'âge de 2 ans et demi, mes parents habitaient à Montréal, puis un de mes oncles ici à Montmagny, Pierre Labrec, qui pensionnait chez mes parents. Puis lui, pour se désennuyer, il avait emmené son accordéon. Fait que le soir, il me jouait de l'accordéon à tous les soirs quand il finissait de travailler pour m'endormir. Puis là, ça me restait dans l'oreille. Puis à un moment donné, son accordéon était par terre, puis j'ai pris l'instrument, puis j'ai joué une pièce, mais spontanée comme ça. Puis la pièce, c'était une mélodie, c'était une chanson d'Elvis Presley qui s'appelle « Don't Be Cruel ». Puis moi, je suis né en 1956, fait que c'était en plein dans l'année que c'était un succès à la radio. Donc, probablement, je l'avais entendu à la radio, cette pièce-là, puis là, je l'ai joué à l'accordéon. Fait que tout le monde a resté surpris. Puis là, c'est là que tout a démarré. Mon oncle Armand, qui était le propriétaire de l'accordéon, m'a donné son accordéon en cadeau. Puis ainsi de suite, ça a tout le temps été comme ça. Puis là, moi, quand j'étais plus jeune, je venais... on habitait à Montréal, mais je venais toujours passer mes vacances à Montmagny. Les vacances scolaires. L'été, à partir de Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à la fête du travail, on était à Montmagny. Les fêtes de Pâques, à Noël, l'Action de grâce. Nous autres, Montmagny, c'était vacances. Fait que c'était synonyme de vacances, puis on venait à Montmagny. Fait que là, j'allais voir mes oncles, puis tout ça, qui avaient des accordéons, puis ils me prêtaient leur accordéon, puis je jouais l'accordéon, puis je les écoutais quand ils en jouaient aussi de l'accordéon. Donc, j'ai été imprégné de ça, puis j'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Puis par la suite, quand il y a eu des choix au niveau scolaire, on rencontre des orienteurs, puis tout ça, puis c'était vraiment moi, ma passion, c'était la musique. Fait que là, les orienteurs ont dit, tu peux te diriger en musique. Je pense que tu as l'intérêt vraiment pour ça. Mais au niveau scolaire, l'accordéon diatonique, il n'était pas enseigné. Mais non. Fait que je ne pouvais pas prendre de cours d'accordéon. Donc, je me suis, à un moment donné, en parascolaire à l'école, il y avait un orchestre, un petit orchestre symphonique. J'avais commencé, j'ai joué du trombone dans cet orchestre-là. Puis par la suite, j'ai transféré au violoncelle. Puis je me suis inscrit au Cégep Saint-Laurent en violoncelle. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes études musicales. Fait que là, j'ai appris le violoncelle. Puis, mais par contre, la passion de l'accordéon m'est toujours restée. Fait que par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres de l'accordéon ici au Québec. Là. Premièrement, Marcel Messervier, ici de Montmagny. Oui. Yves Verrette, qui était à Lac-Saint-Charles. Gérard Lajoie. J'ai rencontré plusieurs personnes. Là. Philippe Bruno à Montréal, des personnes marquantes qui, eux, ont été très généreux avec moi. Ils m'ont laissé les écouter de proche puis de les rencontrer. Puis vu que j'avais quand même du talent, eux, ils étaient fiers aussi de me montrer ce qu'ils savaient. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai grandi mon répertoire. Puis après ça, on s'est parti un groupe de musique. C'était dans les années 70, 75, dans ce coin-là.
c'était la prise de conscience du peuple québécois, puis on était fiers d'être Québécois. Le retour à la tradition, oui, à la modernité. Oui, c'est ça, effectivement. Ça fait que là, le groupe, on a eu du succès tout de suite. On a été invités. C'est le genre de choses qu'on ne planifie pas à l'avance, mais au début, on jouait surtout dans la région de Montréal, mais à un moment donné, on était invités. On allait jouer à Toronto, à Edmonton, Calgary, à New York. Fait que là, comme ça, avec le groupe Héritage, pendant 6 à 8 ans, on a voyagé beaucoup. On a fait toute l'Amérique au complet. Fait que là, j'ai pris beaucoup d'expérience aussi. On a fait de la télévision, j'ai accompagné des compagnies de danse. Fait que là, j'ai appris le métier de musicien, mais en le faisant. Fait que ça, c'était aussi une belle aventure. Puis par la suite, j'ai décidé de revenir à Montmagny, m'établir à Montmagny vers 1988, à peu près dans ces années-là. Puis là, c'est là qu'on a eu l'idée de démarrer le Carrefour mondial de l'accordéon, parce que les gens du milieu voulaient faire un développement touristique. Fait que là, on s'était dit, nous autres, on aurait une bonne idée, parce que j'avais participé à beaucoup de festivals partout à travers le Canada puis les États-Unis. Fait que on a dit, on pourrait démarrer un festival de musique, mais axé sur l'accordéon, autour de l'accordéon, puis pas juste au niveau de l'accordéon traditionnel, c'est d'amener tous les différents types d'accordéon, que ce soit l'accordéon piano, chromatique, bandoneon. Donc, justement, ça, c'est pas le diatonique. Ça, c'est un clavier chromatique. Fait que pour démontrer la richesse de cet instrument-là, puis en même temps, l'objectif, c'était de positionner la musique traditionnelle du Québec sur la même scène, avec les mêmes conditions qu'un grand artiste qui interprète du musette ou du jazz ou du pop. Peut-être pour enlever l'idée des gens que l'accordéon, c'était juste pour dans les maisons, pour les parties de jour de l'an? C'était pas vraiment le thème. Non. Souvent, les gens me disent ça, puis moi, je leur dis, nous autres, chez nous, c'est le jour de l'an, puis le Noël à toutes les semaines, là, parce qu'on ne jouait pas juste à Noël pour le jour de l'an. C'était surtout pour donner des lettres de noblesse à ce répertoire-là, puis ce type d'accordéon-là. Bon, c'est les petits accordéons diatoniques, 10 touches. Et dans l'histoire de l'accordéon, c'est les premiers modèles qui ont été développés. Par la suite, l'accordéon a été perfectionné. Fait que c'était pour démontrer ça aussi, l'évolution de l'accordéon dans le monde et dans le temps. Parce que c'est un accordéon, l'accordéon diatonique, si je ne me trompe pas, qui se transportait plus facilement. Est-ce que c'est lui qu'on retrouvait sur les bateaux que les marins ont amenés par ici, justement? Ça, c'était les concertinas, surtout. Les concertinas, oui. OK. Ça venait d'Angleterre. Oui. La concertina voyageait beaucoup. Mais l'accordéon diatonique, c'est que c'était des instruments qui étaient pas chers. Au début du siècle dernier, tu pouvais te commander, il y avait dans des catalogues Sears, tu pouvais te commander un accordéon parce qu'il n'y avait pas de magasin de musique à cette époque-là. Mais ça coûtait 2 $2,50 par la poste, l'accordéon arrivait. Puis ça, dans ce temps-là, c'était avant l'électricité, là. Fait qu'imagine quelqu'un qui avait un accordéon et qui réussissait à le maîtriser, là, ça mettait de la vie et de la joie dans une maison. Fait que ça, cet instrument-là était associé beaucoup à la fête. Ça prenait moins de place que le piano aussi. Aussi, également. Puis moins besoin d'entretien. Le coût il était beaucoup moins cher aussi. Là. Justement, vous êtes, au fil du temps, devenu aussi un fabricant d'accordéons. Un facteur, comme oui, facteur d'accordéon. Ouais. Au début des années 90, avec Sylvain Vézina, ici de Montmagny, on a décidé de fabriquer des accordéons parce que j'avais des besoins, moi, pour un accordéon, plus de concerts. Ça fait que on a développé un modèle. Ça a pris quelques temps. La première année, là, il a fallu travailler fort. Mais pour arriver à un instrument vraiment à mon goût. Puis tout de suite, je suis parti en tournée au Danemark avec un accordéon. Puis déjà, on a eu de la demande. Fait que moi, je profitais de mes voyages. Je faisais à la fois, j'étais engagé pour aller donner des concerts. Puis en même temps, je leur disais, chez nous, on a un festival d'accordéon. Puis on a également un musée. Puis on a des fabricants d'accordéon. Vous avez été un grand ambassadeur pour Montmagny, pour le Carrefour mondial, pour le Québec, pour le Canada aussi, avec l'accordéon. Là. Oui, mais pour moi, c'était vraiment un plaisir. Parce que de faire connaître la richesse de la tradition de chez nous, ça, c'était vraiment... Pour moi, c'était valorisant. Ça me faisait plaisir de le faire. Puis ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires partout. Je regardais ça l'autre fois, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Là. Je regardais dans mes archives dernièrement, puis j'ai voyagé dans une trentaine de pays. Ça fait que ça, c'est juste grâce à l'accordéon et puis la musique traditionnelle du Québec. Je voulais vous parler beaucoup de tradition, de musique traditionnelle du Québec. Puis je pense que vous avez fait un beau travail d'anthropologie, là, une fouille pour ressortir les pièces, justement, pour remettre de l'avant beaucoup les gens qui vous ont appris l'accordéon, mais les gens dans la région ici immédiate et même un peu plus large. Là. Bon, oui, il y a le répertoire. Puis aussi, pendant quelques années, je me suis intéressé énormément aussi. J'étais en contact avec des collectionneurs de disques, 78 tours. Puis ça, c'est une race à part. Hein. Ces gens-là, c'est vraiment des collectionneurs
de disques. Exemple, la compagnie Victor, la série 263 000 en 78 tours, là, les anciens qui tournaient, puis c'était des disques fragiles, là, cassants. Oui, mais c'est presque en verre, c'est très, très épais. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai rencontré des collectionneurs, Gabriel Labbé à Montréal, puis il y avait un monsieur Vaillancourt qui habitait à Laval aussi, qui était... Puis lui, c'était vraiment un phénomène parce que quelqu'un nous avait donné son contact. Puis là, on a communiqué avec lui, puis avec Marc Benoît, un musicien qui est un contrebassiste avec qui on travaillait dans le temps. Et on est allé le rencontrer. Puis là, ce monsieur-là, bien, c'était un monsieur très sérieux. Puis là, il nous a fait descendre dans son sous-sol, puis c'était tout bien fini. Puis il y avait un beau gramophone dans le coin. Puis là, on jase. Puis là, ça, moi, je disais, j'ai un intérêt pour la musique traditionnelle du Québec. Alfred Montmarquette, Joe Bouchard. Puis là, il nous laissait parler. Puis à un moment donné, il dit, oui, il dit, regardez, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Puis là, il nous a emmenés dans une grande pièce. Puis la porte était fermée, il ouvre la porte, il ouvre la lumière. Puis c'était tous des disques, 78 tours. Mais il y en avait, là, les murs étaient pleins. Tout le tour, tu sais, du plancher aller jusqu'au plafond. Puis il dit, ma collection, il dit, est pas mal complète. Il dit, au niveau de la chanson française, il dit, j'ai tout. Et puis il dit, en musique traditionnelle, il dit, j'en ai beaucoup. Mais effectivement, il y avait une collection énorme. Puis lui, là, j'ai dit, est-ce que ça vous dérangerait qu'on viendrait pour les enregistrer? J'aimerais ça avoir ces pièces-là. Il dit, bon, ça va me faire plaisir parce qu'il dit, je ne les ai jamais écoutées. Lui, tout ce qu'il savait, c'est les numéros. Puis à partir du numéro 1, aller jusqu'au dernier, ils avaient tout. Puis s'il y avait un trou, bien, il travaillait fort pour le remplir. Mais c'est ça. Comme les cartes de hockey. Effectivement, oui, c'est un collectionneur de disques. Lui, c'était pas un mélomane. Puis là, effectivement, là, pendant des soirées de temps, on allait chez eux, puis on enregistrait. Puis il était très généreux avec nous autres. C'est ça qui est fun, parce que dans ces années-là, bien, si on voit le film de la Bolduc nous le raconte un peu, c'est que les gens pouvaient aller enregistrer les disques eux-mêmes. Donc, il y a des collections extraordinaires à avoir à ce niveau-là, même de gens qui ne sont pas devenus aussi connus que la Bolduc, là, mais il y a une trace, il y a un patrimoine là-dessus qu'on peut aller chercher facilement. Oui. Effectivement, là, il y a plusieurs grandes vedettes du disque au niveau de l'accordéon. Donna Lafleur, Joe Guillemette qui était à Rimouski. Puis ces gens-là, ils n'ont pas fait beaucoup de disques. Théodore Duguay, il y a seulement que deux disques qui sont restés. Parce que la compagnie, comme pas, avait passé au feu, je pense. Mais il y en a des tonnes de musiciens. Puis ça, c'est un répertoire qui était pratiquement perdu. Puis, tu sais, des fois, il y a des modes là-dedans. Fait que là, les gens réapprennent toujours les mêmes pièces. Fait que là, ça, c'est un travail que Philippe Bruno avait fait au début, là. Fait que là, on comprenait des airs qui étaient plus joués, qui étaient perdus. Fait que ça aussi, c'était important. Puis on l'a fait avec plaisir. Merci beaucoup, M. Ouellette. Quand on parle de maître de tradition vivante, ben voilà. Vous avez un don pour la passation et ça nous fait plaisir de pouvoir avoir encore ces informations-là et de vous avoir avec nous encore aussi parce que, faut pas se le cacher, vous êtes un monument pour nous. Vous avez été hommagé un peu partout. Et malheureusement, on dit souvent, nul n'est prophète dans son pays. Il faut prendre conscience que cet homme-là a vraiment fait beaucoup pour l'accordéon et pour la région. Merci, M. Ouellette. Je me suis amusé beaucoup également. Oui, hein? On le sent. Ça fait plaisir à voir. Les fêtes sont une occasion toute spéciale pour se rassembler en famille et entre amis, pour partager des moments précieux et pour exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. C'est également un moment propice pour réfléchir à l'année écoulée et pour envisager l'avenir avec optimisme. Que cette période soit l'occasion de renforcer des liens qui nous unissent et de cultiver notre esprit de solidarité. Un heureux temps des fêtes à tous! Paix et amour en cette période des fêtes, voilà les vœux formulés par la Maison funéraire de la Durantais et Fils. Chaque moment passé avec les êtres chers est une belle occasion de manifester notre attachement. Joyeuses fêtes de toute l'équipe de la Maison funéraire de la Durantais et Fils. Toute l'équipe de JRM vous souhaite de joyeuses fêtes. JRM, votre expert en excavation, pavage et déneigement depuis plus de 60 ans. Engagez-vous sur une bonne route. Choisissez JRM, qui vous souhaite une belle et heureuse année. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Animalerie Montmagny vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle nouvelle année. Animalerie Montmagny. Votre Uniprix Daniel Lachance profite de ce temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année remplie de petits et grands bonheurs. Uniprix Daniel Lachance à Montmagny, votre santé, notre passion. Au nom du conseil municipal et des employés de la ville de Montmagny, je vous souhaite de grandes joies
de petites douceurs et des moments privilégiés. Joyeux Noël et bonne année à tous! Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Joyeuse fête, Daniel Lachance. Bien, merci à vous autres aussi. Bien, merci. C'est la période qui s'amène et c'est la période des résolutions. Chaque année. À chaque année, on y revient. Il faudrait peut-être continuer les résolutions cette année. Mais je veux dans le sens de, il faut les garder, les bonnes résolutions. Bien, en fait, c'est que les gens ils ont beaucoup de bonnes volonté. Puis là, on a un élan de motivation, on arrête de fumer, on mange mieux, on fait de l'exercice. C'est ça. Sauf qu'à vouloir tout faire en même temps, bien, après ça, on a le blues, il revient en janvier, puis c'est assez monotone des fois. Là, fait que là, ben, la motivation baisse et ça. Des fois, ben, là, la discipline baisse aussi. Fait que, parce que souvent, les gens, moi, je m'entraîne beaucoup. Je suis un petit peu d'entraînement, mais. Ça va bien. Une fois qu'on a commencé, puis qu'on est habitué. Une fois sur deux, ça me tente pas. Ah, non, toi aussi. De partir, une fois sur deux, ça me tente pas. Fait que, tu sais, la motivation, les gens ils disent « Ah, toi, t'es motivé. » Non, je suis pas toujours aussi motivé, mais je suis discipliné. Fait que, tu sais, ce qui fait l'assiduité, c'est pas la motivation, parce que la motivation va fluctuer dans le temps, mais c'est notre discipline qu'il faut pas qu'il fluctue dans le temps. Mais en même temps, il faut trouver de quoi qu'on aime. J'ai trouvé, je fais du canoë à glace, je fais du ski de fond, j'aime ça. Je fais du vélo l'été. C'est ça, mais tu sais, quelqu'un qui aime faire du vélo, vas-y pas. Non, on n'est pas obligé de faire des choses. Il faut seulement bouger à quelque part et trouver ce qu'on aime. Le gym, c'est la même chose. Il y a des gens qui adorent, puis il y a des gens qui détestent. C'est ça, aller au gym, puis que ton mindset, c'est je prends un abonnement au gym, puis là, cette fois-là, ça va marcher, mais qu'à tous les fois, tu détestes ça. Il y a une différence entre, tu sais, moi, quand je dis ça me tente pas une fois sur deux, une fois que mon exercice est commencé, je suis correct, là, je suis content, mais c'est de dire, là, je vais m'entraîner, ça me tente pas tout le temps, c'est pas vrai, là, même si je suis un tripeux d'entraînement. Fait que, mais tu sais, si pendant ton entraînement, en plus, tu as ça, là, on a un problème. Ça marchera pas. Il faut trouver quelque chose au minimum qu'on trouve agréable à faire. Ça nous tentera pas tout le temps de commencer à le faire, mais une fois qu'on va être dedans, bon, on va être content. C'est ça. Le défi, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, qui nous fait bouger, puis qui nous fait rendre en meilleure santé. C'est le but aussi. Il faut pas, Donc, des fois, il va falloir essayer plusieurs choses avant de trouver vraiment ce qu'on aime. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont aimer ça, le gym, puis s'entraîner, mais là, parce qu'ils ont un bon surpoids. Puis là, ben, tu sais, t'as la gang super en forme qui va là, tu sais, tout ça. Mais là, ils sont intimidés, puis, tu sais, ils se trouvent pas bons, ils se trouvent pas beaux, ils se trouvent, puis, fait que là, tu sais, ils abandonnent, pas parce qu'ils aiment pas ça, mais parce que c'est un peu le sentiment qu'ils ont par rapport à ça. Mais, tu sais, moi, les gens qui se remettent en forme, tu sais, même si t'es pas en forme, tu y vas, je trouve ça beau, tu sais. On n'a pas de préjugés négatifs. C'est souvent l'œil que les gens ont sur eux-mêmes. Puis pourtant, tu sais, il faut... À un moment donné, si on commence pas, ça n'arrivera jamais. Fait que, tu sais, si vous aimez ça, on s'en fout, là, tu sais, que là, vous n'êtes pas en forme, vous aimez pas comme vous êtes là, mais... Il faut le faire pour soi-même. Exact. Puis il faut pas le faire pour le regard des autres. Faut pas le faire de ce que ça a l'air, il faut faire ce que ça donne, parce que, tu sais, on a beaucoup de gens, tu sais, commencent à s'entraîner, mettons, ils n'ont jamais fait beaucoup d'exercices physiques, puis là, ben, ils apprennent à aimer ça, puis là, ils aiment ça à 40, 50 ans, mais... Tu sais, on ne prendra pas de la forme de la masse musculaire puis perdre du poids aussi rapidement qu'on a 20 ans. Non. Puis ce qu'on voit, mais la capacité cardiovasculaire augmente quand même. Puis ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui ont encore leur surpoids, mais ils ont des bons VO2 max, puis ils ont des bonnes capacités respiratoires, puis ils sont plus en santé. Mais tu sais, ce que tu as de l'air, rendu là, on s'en fout. L'important, c'est que tu prends de la forme physique, puis ton métabolisme de base. Puis tu sais, il faut accepter que c'est plus long. Tu sais, c'est sûr, si on commence à s'entraîner à 40, 50 ans, puis qu'on a une bonne masse de tissu un petit peu, mais il ne faut pas regarder la balance. La balance, on s'en fout. C'est comment tu te sens puis comment ça avance. Ça ne se fait pas en claquant des doigts non plus. Les résultats, il faut attendre. Non, puis aussi, il faut avoir des attentes mesurées, puis il faut accepter que ça prend du temps, puis que l'important, c'est de comment on se sent, puis pas regarder ce qu'on a de l'air ou ce qu'on a dit, ou qu'on...
On commence, je sais pas, quelqu'un commence à jouer au badminton, il commence à 40 ans, moi je suis pas bon au badminton, je m'en fous, c'est pas grave, je vais jouer, j'ai du fun, je suis vraiment pas bon. Mais moi j'ai développé une aisance dans le sport que même quand je suis pas bon, on le fait, on s'amuse, mais il y a des gens que ça va les empêcher de se faire parce qu'ils se trouvent pas bons. On a le droit d'être pas bon et d'aimer ça pareil. Absolument, on n'est pas obligé d'être numéro 1 dans tout. Non, mais comme surtout pas quand on commence. Moi, quand je patine ou que je joue au hockey, je freine juste d'un bord, puis je tourne beaucoup mieux à gauche qu'à droite. Ça maintenant. Je m'empêche pas d'aller jouer au hockey. Je vais y aller une fois avec des chums, puis ils rient de moi, puis c'est pas grave. On aime ça pareil. Faut vraiment le faire pour trouver. Si on aime ça, même si on n'est pas habile, puis on n'est pas bon au début, c'est pas grave. Puis personne, souvent, on est plus mauvais jeu. On est plus dur envers nous-mêmes que les gens vont l'être. Puis des fois, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes que vraiment le regard des autres, vraiment. Là. Daniel, un des problèmes qu'on a bien des fois quand on débute l'année, c'est qu'on a trop de résolutions en même temps qu'on veut faire. Comme tu le précisais au début de la chronique, j'arrête de fumer, je me remets à m'entraîner, j'arrête de boire, j'arrette de manger gras. Si on essaye de tout faire en même temps, ça marchera pas. C'est trop de changements. Une habitude à la fois. Juste le fait, mettons, de commencer de l'exercice. Parce que, c'est dans ma table pas mal, j'aime ça. Juste le fait de devenir assidu à l'exercice, de trouver quelque chose qu'on aime, puis de développer une discipline, puis une assiduité là-dedans, juste ça, c'est un gros morceau parce qu'il faut introduire une nouvelle activité dans un horaire de fou qu'on a déjà. Oui. C'est souvent ce qu'on va dire, c'est qu'on n'a pas le temps. Oui. Mais c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. Tout le monde a le temps, c'est juste qu'on prend le temps pour autre chose, d'autres priorités, puis c'est correct. Il faut juste que ça devienne une priorité dans notre horaire. Puis ça, d'introduire une nouvelle activité dans notre horaire familial, de travail et tout, bien, c'est un défi en soi. Fait que ça, en plus, on veut changer notre menu du tout au tout, là, faire des nouvelles recettes, des affaires, puis écoute, c'est un temps qu'on n'aura pas, qui va nous demander supplémentaire. Là, donc, il faut peut-être le mettre à l'agenda ou le mettre carrément sur son calendrier. C'est comme ces journées-là, je vais aller m'entraîner. Oui, puis une affaire à la fois. Fait que là, si on trouve une activité qu'on aime puis qu'on l'introduit dans notre quotidien, bien, on le met. Puis ça n'a pas besoin d'être long. Les gens, ils pensent, là, on a les ultramarathoniens, on a des gens qui font des 100 km ou pas pantoute, entre les deux. C'est ça, les Ironman et compagnie. Tout le monde partage ça sur les réseaux sociaux, puis là, on voit des... OK, l'activité physique, ça n'a pas besoin d'être long pour être bénéfique. Puis là, il faut être prudent parce que des gens, je vais parler d'intensité. L'intensité est beaucoup plus bénéfique si on n'a pas beaucoup de temps que la longueur de l'exercice. Fait que des périodes d'intervalle courtes à haute intensité, là, mettons, quelqu'un va faire une dizaine de 30 secondes au fond, puis avec des périodes de break d'une minute entre les deux, on va en faire 10. On va parler d'un exercice de 20 minutes, une demi-heure, va être plus bénéfique au niveau de son VO2 max, donc sa capacité cardio-respiratoire, qu'une heure de jogging. Ça, c'est nouveau. Mollo. Oui, bien, c'est relativement nouveau. L'entraînement par intervalle, c'est une dizaine d'années qu'on en entend plus parler. Oui, bien, dans le fond, c'est beaucoup... les recherches se sont faites dans les dernières années, mais c'est vraiment payant. Sauf faire attention aux blessures. Si on n'est pas prêt, c'est pour ça le bémol. Si on a quand même... faut commencer par quelque part. Si on n'a jamais fait d'exercice physique depuis les 10 dernières années, puis qu'on s'en va se péter des intervalles au jogging, des 30 secondes dans le fond, ça se pourrait qu'on se scrape en bon français. Là. Fait qu'il faut être prudent. Il y a des sports plus faciles. Des fois, le vélo, c'est peut-être plus prudent de commencer en intervalle en vélo que à la course à pied si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. C'est plus doux que la course à pied aussi. Oui, bien, il y a moins de risque de blessure. Là, mais c'est ça, ça n'a pas besoin de mettre une heure. On peut prévoir un 30 minutes. Puis, on prévoit, des fois, on commence juste sans calculer trop tout ça. Là. On pédale un peu plus vite, 20-30 secondes, on ralentit, on pédale un peu plus vite, juste pour faire le principe d'intervalle, puis habituer notre corps tranquillement. Mais toujours être prudent sur des problèmes de santé ou ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait évaluer par notre médecin puis qu'on a 60 ans, là, avant d'aller faire des intervalles dans le fond, là, juste s'assurer qu'on ne fait pas d'angine ou quoi. Oui, quand même. Toujours être prudent, mais y aller selon notre capacité, mais si on le fait de manière mesurée, puis tout ça, ben, c'est une légère intensité ou modérée intensité va toujours être plus payante qu'un exercice très long, mollo. Fait que faut le savoir. Pas besoin de prendre beaucoup de temps.
Sinon, ben, il y a une foule d'activités qui sont proposées dans la région un peu partout. Là. Il y a plusieurs endroits où on peut s'entraîner. Tu parlais du badminton tout à l'heure, effectivement. Il y a des inscriptions pour le badminton si on a envie d'essayer ça. On n'est pas obligé d'avoir déjà quelqu'un avec qui le faire. Le badminton, exactement. Le gym, le VO2 gym. L'idée, des fois, si je suis sûr que les entraîneurs là-bas, là, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, mais si on essaie à l'autre gym et qu'on va avoir quelqu'un qui nous coach un peu, je suis sûr qu'il y a des entraîneurs là-bas qui peuvent faire un petit programme on the side, tu t'entraînes chez vous, là, sans voir. Il y a des logiciels sur les applications, tout ça. Il y en a des bonnes, il y en a des bien faits. Des fois, il faut être prudent. Il y en a qui sont très intenses puis qu'on n'est peut-être pas prêt à faire ça. Je veux dire, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Insanity de Beachbody qui, je l'ai fait pour le fun, là, puis quand même, si tu n'as pas du tout de forme physique, c'est peut-être intense pour commencer, il y a un risque de blessure parce que c'est en puissance beaucoup, puis c'est du force-vitesse. Mais c'est quand même bien fait. Là, quelqu'un qui a un bon niveau de forme physique, qui veut les faire, puis qui n'a pas beaucoup de temps, puis que ça ne tente pas de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire, c'est bien fait. Fait qu'il y a des applications bien faites aussi. Fait qu'il y a beaucoup de ressources disponibles, mais c'est l'assiduité. Puis de garder ça dans le temps qui est l'honneur de la guerre. Mais c'est ça, il y en a qui pensent qu'il faut mettre toujours 1 heure et demie d'entraînement pour que ça soit bénéfique. C'est pas vrai. C'est ça, l'intensité plus que la longévité. Bien, merci beaucoup, Daniel. On va essayer de faire bouger le monde encore une fois cette année. Bien, je le souhaite de tout cœur, parce que je pense que la sédentarité, c'est l'ennemi numéro 1 de la santé en santé publique. CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. 21 000 membres, 3 bureaux, 50 emplois chez nous. 418-248-7940. La 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 la. Bien que le Père Noël soit peu affecté par le trafic, gageons qu'après sa longue nuit et la visite de tous nos attraits, il souhaite s'établir là où tout est probablement probable, la région de Montmagny. Avec beaucoup d'humour, la MRC et le Père Noël vous souhaitent de très joyeuses fêtes. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. En cette période festive, profitez pleinement de la présence de ceux que vous aimez. Partagez des repas délicieux, célébrez et soyez heureux. Et bien sûr, n'oublions pas de penser à ceux qui sont dans le besoin car la générosité, c'est le secret de l'esprit des fêtes. En terminant l'année 2023, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année. Nous serons de retour le 8 janvier, mon équipe et moi, pour vous servir. Passez d'excellentes fêtes et joyeuses fêtes et à bientôt. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Vous avez peut-être entendu parler de cet huluberlu qui avait décidé de faire un canot à glace à l'ancienne. Eh bien, on est avec cet homme, Kevin Gagné. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et le voici, le fameux canot, il est terminé? Oui, finalement, après plusieurs heures de travail, on est fiers de dire qu'il est complété puis qu'il est prêt. On est prêt à aller l'essayer. Bien, on va recommencer à la base. J'aimerais ça que vous nous racontiez d'où vous est venue l'idée et comment ça a parti tout ça. Bien, écoute, l'idée, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête parce que je viens d'une famille où le canot à glace a toujours été présent. D'une famille de canotiers, puis là, ben, quand j'ai commencé à faire du canot à glace, on était dans les années où le canot à glace avait été plus développé, fil de verre et puis tout. Puis, c'est comme je vous dis, à un moment donné, je dis non. Là, j'ai dit, je veux... Parce que moi, personnellement, j'ai jamais essayé un canot à glace en bois. J'ai souvent entendu parler, mon père, mes oncles, tout le monde, de canot à glace en bois, que c'était la belle époque. Ben, je me suis dit, tabarouette, on va le savoir parce qu'on va l'essayer. Donc voilà, vous l'avez construit vous-même cet hiver? Oui, on a construit ça cet hiver avec l'aide de Raymond. Bien évidemment que pour se lancer dans un projet comme ça, ça prend un savoir-faire qu'on ne peut pas acquérir d'un livre.
C'est pour ça que je me suis associé avec Raymond, parce que Raymond a le savoir-faire pour la construction d'un telle embarcation. Puis on voulait vraiment faire ça de la même manière que c'était fait à l'époque. Bon, je dirais pas qu'on a tous pris les mêmes outils, on s'est facilité un petit peu la vie, mais c'est vraiment ça que je voulais avoir, là, un savoir-faire vraiment comme à l'époque. Oui, on a la chance, on est d'ailleurs dans votre garage. Ici, c'est ici que vous avez fait toute la fabrication. Quand Kevin vous a parlé de ce projet-là, comment vous avez réagi? J'ai dit oui tout de suite. Sans problème. Puis là, vous n'êtes pas à votre premier rodéo, là, vous en avez plusieurs de fait, vous, des canots? Le canot, c'est mon premier. Oh. Mais j'ai fait des chaloupes. La différence, c'est que les chaloupes, ils ont le derrière carré, puis ça, c'est le pointu des deux bouts. C'est ça que j'ai dit à Kevin. Donc, je pense que vous êtes un amateur de canot à glace aussi. Oui, j'ai couru pendant 4 ans de temps. La 5e année, la course avait été annulée. Puis j'ai arrêté après ça. Est-ce que ça vous manque? Oui, je pense encore. J'aimerais ça retomber plus jeune, puis retourner. C'est une espèce de drogue, je pense. Ouais. Kevin, j'aimerais ça que vous me parliez des différentes étapes que vous avez pour réaliser ce canot-là. Oui, bien en fait, les premières étapes, c'est vraiment de se trouver le bois, hein, parce que ça prend un bois d'une bonne qualité, un bois qui n'a pas passé au séchoir, comme Raymond nous a expliqué. La première étape, c'est de trouver le bois. Que ça va nous prendre. Là, ça nous prend du chêne, du cèdre, ça prend tout ça. Après ça, bien, la deuxième étape, c'est de de découper notre bois, de l'amener prêt, comment je vous dirais bien, prêt au montage, pour pas qu'on aille à mixer les deux. Là, le montage, le sciage, là, à un moment donné, qu'on est empêtré dans tout ça. Puis après ça, bien, c'est toutes les étapes d'époque, de placer les moules, de placer les lisses. Après ça, on commence à faire notre bordée. Puis, qu'est-ce qui est long un petit peu? Bien, c'est tout ce qui entoure la finition, un petit peu. Hein? On s'applique encore plus pour qu'il soit beau, le vernis, parce que, comme vous le voyez, on voit tout le bois à l'intérieur. C'est ça qu'on voulait aussi. On aurait pu le peinturer, mais on voulait garder ça vraiment, vraiment très beau, fait qu'on a verni. Ça fait plusieurs étapes, mais tout c'est super bien fait. Puis, je n'ai pas besoin de vous faire de gâchette que Raymond, c'est l'homme. C'est un passionné. On a eu que du plaisir à bâtir ce canot-là. Je veux qu'on revienne au bois parce que je pense que ça se trouve pas dans une cour à bois, hein, ce bois-là. Non, faut vraiment s'y prendre d'avance pour aller chercher le bois en forêt, faire le scier, le déligner, hein, si on veut, puis le faire sécher. Il faut vraiment le faire sécher de la bonne manière pour qu'on puisse arriver à un résultat comme ça. Et comment on choisit le bois? Un arbre qui n'a pas trop de nœuds, pour avoir du bois clair de nœuds, puis ça, c'est difficile. C'est à l'habitude, à l'œil, on peut le voir dans le bois. Est-ce que le bois de ce canot-là a été trouvé dans la région ici? Ben là, on a pris à l'île aux Oies pour le faire, mais pour le prochain. Moi, j'en avais un peu, on s'en est servi, mais on en a coupé pour l'année prochaine pour un autre. La période de séchage, c'est d'environ combien de temps? Ça varie d'1 an à 2 ans, idéalement. Quand il y a dans les bonnes conditions, 1 an à 2 ans. OK, donc ça a commencé, vous avez commencé à le faire cette année, mais on peut dire que vous avez commencé il y a 2 ans. On a eu la chance là, d'avoir du bois déjà prêt là, d'avance. Là, au travers de la construction de celui-là, on s'est préparé pour peut-être éventuellement un autre. Fait que là, les billots sont coupés, il nous reste qu'à les scier et à les faire sécher. Mais celui-là, on a eu la chance de déjà avoir du bois de prêt là, qui nous attendait. Là. Bon, là, il est prêt. Est-ce qu'il s'en va dans un musée? Qu'est-ce que vous faites avec? En fait, il y a plein d'options qui me trottent dans la tête, mais la première, c'est d'aller l'essayer. C'est ça. C'est d'aller l'essayer. C'est sûr que là on ne l'a pas fait pour rien. On veut vraiment aller l'essayer, la première des choses. Puis la deuxième, bien, ça va probablement être ça. C'est sûr que l'été, avec le travail, le canot à glace, on n'en fait pas beaucoup. Fait que je vais en faire profiter probablement un musée quelque part, là, soit à l'île aux Grues, ou on verra. Mais c'est ce qui va advenir de ce canot-là. Il va finir dans un musée pour l'été. Puis l'hiver prochain, ben j'ai une petite idée peut-être un peu folle d'aller faire peut-être 1 ou 2 courses en canot à glace avec, là, pour montrer aux autres canotiers un peu c'était quoi le canot à glace à l'époque. Là. La mise à l'eau se fait quand? On devrait faire ça le 1er avril parce que là, on a construit le bateau comme c'était à l'époque.
Puis on essaie de tout faire comme c'était à l'époque. Bon, là, à l'époque, on parle de bénir le canot. On fait venir un curé pour le bénir qui va théoriquement le protéger. Fait qu'on veut tout faire vraiment dans les règles de l'art. Fait qu'on on y va de cette façon-là. Fait que le 1er avril, c'est ce qu'on va faire. On va le faire bénir par le curé. Par la suite, on invite les gens de Montmagny, des régions, qui veulent venir le voir, à venir le voir, le toucher, parce que c'est quand même une belle œuvre d'art. Hein? Puis après ça, ben, on ne fera pas de cachette, on va aller l'essayer. Est-ce que vous avez déjà vos coéquipiers? Ah oui, on a déjà des coéquipiers de travail. Pour le premier essai, on va y aller avec plus une équipe, je dirais, vintage. Parce que ce canot-là a fait beaucoup réagir. Il a fait réagir des anciens canotiers qui venaient le voir. J'invitais tout le monde à venir le voir. Viens le voir, ça vaut la peine. Puis là, ben, quand il rentre ici, ben, c'est tout le temps la même chose. Les yeux viennent pétillants. Puis là, on sent que les souvenirs en remontent. Puis hey, je me souviens en telle année. Puis là, on a couru. Puis tu sais. Fait que là, probablement pour le premier essai, ça va être ça. Ça va être une équipe vintage. Là, j'ai réussi à convaincre Raymond de rechausser les grappins. Et puis là, tranquillement, on va se monter une équipe pour aller essayer ça. Puis pour le premier essai, ça va être ça. Puis le deuxième essai, ben là, après ça, on va essayer l'équipe 2023 avec qui je cours l'hiver là, pour leur montrer aux autres et c'est quoi. Donc, on peut dire que le 1er avril, tout le monde est invité à venir. C'est vers 11h. Et ça va être à quel endroit exactement? Bien, on devrait faire ça dans la rue des Canotiers, ici en bas, où il y a la descente à bateau. Proche du fleuve. Je trouvais le site quand même approprié pour ça. Tout de suite après, ben, on va pouvoir aller l'essayer vraiment dans le bassin à Montmagny. Puis on invite les gens à venir découvrir ça. Un peu de glace de partie. Vous pouvez trouver de courir jusqu'au large. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait du canot à glace? Dernière année, en 1984. Okay, donc, ça va être un gros retour, là. Oui, un gros retour, oui. Donc, on invite vraiment les gens à aller faire un tour, à aller voir le canot. C'est vraiment magnifique. Il est de toute beauté et on le sent vivant. Donc, c'est une invitation, pas de moi, de Kevin et Raymond, bien sûr. Oui, parce que c'est quand même assez important. Je veux dire, le canot à glace fait partie de l'histoire de Montmagny, fait partie de l'histoire des îles de la région. On invite les gens à venir voir ça parce que c'est pas commun de voir ça de nos jours. Hein. Des constructeurs de canots à glace, c'est ça, comme Raymond le dit, il y en aura de moins en moins. Hein. C'est pas commun qu'on voit des gens avoir ce savoir-faire-là. On espère que ce savoir-faire-là ne se perdra pas. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on le fait. On a documenté toute la construction pour essayer qu'on n'oublie pas ça. Ce savoir-faire-là qui est lié à la région aussi. Hein. Mm-hmm. Oui, parce que le canot était en chantier, mais il y a un documentaire en chantier également. Oui, bien c'est ça. En fait, là, quand j'ai commencé à partir le projet de canot à glace, ça fait déjà quelques années, un de mes amis qui a entendu parler de ça, qui a communiqué avec moi, et puis semblait bien intéressé par le projet de tout filmer ça, documenter ça. Et puis, bien, écoute, on a embarqué dans l'aventure avec Bruno Bouliane, qui nous suit depuis le début. Et puis, on devrait avoir un résultat final d'un beau petit film sur la construction d'un canot à glace, là, sous peu. Et ça se poursuit donc, ce documentaire-là, ça va être filmé aussi le 1er avril. Oui, Bruno va être présent le 1er avril, filmer tout ça. Et puis, ce qui va conclure un petit peu la première portion. La deuxième portion devrait être l'hiver prochain. Parce que là, c'est comme je vous disais, on devrait embarquer ces glaces durant les compétitions. Fait que Bruno va tout filmer ça pour englober tout ça dans le documentaire, dans le film. Kevin Gagné, Raymond Lachance, merci énormément. Toute l'équipe d'Autobus Montmagny vous souhaite un temps des fêtes des plus agréables pour vous et votre famille. Que la nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de petits et grands voyages avec Autobus Montmagny. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Le garage Fernand Landlois et Fils de Montmagny vous offre le remplacement de votre pare-brise et des bosselages. Le garage Fernand Landlois et Fils profite de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé, bonheur et une bonne et heureuse année.
Que ce soit pour une rencontre familiale, une occasion spéciale ou une simple sortie, l'équipe de Loiselière est impatiente de vous retrouver à l'hôtel, au centre de santé et au restaurant La Couvée. En cette période remplie de magie, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les fêtes sont une occasion toute spéciale pour se rassembler en famille et entre amis, pour partager des moments précieux et pour exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. C'est également un moment propice pour réfléchir à l'année écoulée et pour envisager l'avenir avec optimisme. Que cette période soit l'occasion de renforcer des liens qui nous unissent et de cultiver notre esprit de solidarité. Un heureux temps des fêtes à tous! Bonjour, mon nom est Régent Lemieux, associé au groupe Mallette à Montmagny. En mon nom personnel et en celui de toute mon équipe, je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2024. Madame la ministre, vous êtes aujourd'hui chez Ressort Liberté pour nous faire une belle annonce. Pouvez-vous nous parler de pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bien, ça va me faire plaisir. Donc, je suis ici à titre de ministre qui est responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Puis le rôle de l'agence, c'est d'accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets. Et donc, Ressort Liberté nous ont présenté un beau projet pour le développement de leur entreprise et DEC a fourni 1 million pour le total du montage financier qui est autour de 7 millions. Alors, DEC fournit 1 million pour les aider à compléter leur montage financier. Avec des bonnes conditions de prêt. Et comme ça, l'entreprise va pouvoir réaliser son projet qui vont leur permettre de développer des nouveaux produits puis de commercialiser ça plus tard. Vous aviez à peu près une quinzaine de projets qui ont été retenus particulièrement. Pourquoi Ressort Liberté? Bien, nous, on retient les projets qu'on pense qui sont porteurs, qui permettent vraiment à l'entreprise, DEC se spécialise dans le support aux PME. Donc, c'est des entreprises qui peuvent connaître une croissance, qui ont des projets qui peuvent les aider parfois au niveau de la productivité, parfois au niveau de la recherche, de l'innovation, du développement, parfois au niveau de la commercialisation. Et donc, le projet qui a été soumis par Ressort Liberté cadrait parfaitement dans ce que fait l'agence et c'est pour ça qu'on est là pour les aider à réaliser leurs rêves et voir l'entreprise prendre encore plus d'expansion puis de part de marché. Est-ce que c'est une première pour le développement économique, ce genre de réalisation de projet, ou c'est récurrent chaque année? L'agence a 13 bureaux d'affaires à travers le Québec et donc, dans toutes les régions, on est là vraiment en appui avec les PME. L'agence est très près du secteur, très près des PME partout au Québec. Puis le rôle de l'agence, c'est vraiment de participer au développement économique de toutes les régions en tenant compte des défis qui sont présents. Tantôt, quand j'ai rencontré les propriétaires de l'entreprise, on discutait entre autres des enjeux reliés à la main-d'œuvre. Donc, des fois, d'améliorer la productivité de l'usine, ça peut faire en sorte qu'on pallie un petit peu à la rareté de la main-d'œuvre. Donc, c'est des projets qu'on fait un peu partout à travers le Québec pour des belles PME comme Ressort Liberté. Vous êtes plus particulièrement du côté d'Ottawa que du côté de l'Est du Québec. Qu'est-ce que vous retenez de vos visites? Bien, ici, en fait, ça fait plusieurs fois que je viens parce que, à Montmagny, mais aussi dans les municipalités avoisinantes, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de PME ici, et il y a aussi des centres de transfert technologique, il y a beaucoup de recherche et d'innovation, puis l'agence sert tout à fait à ça, c'est-à-dire donner une impulsion aux PME pour partir leur projet parfois, ensuite l'amener ailleurs, grossir l'entreprise, améliorer la productivité. Donc, je vais à Ottawa, mais juste 6 mois par année. Quand la chambre siège, mais le reste du temps, je me promène partout au Québec pour rencontrer les entrepreneurs puis être sûr que les programmes sont bien adaptés aux réalités du terrain. En terminant, il y a une petite question, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Qu'est-ce qu'une ministre des Sports
c'est quoi l'alliance entre le Développement économique Canada et la ministre des Sports? Bien, c'est sûr que c'est deux portfolios différents. D'un côté, ça me permet de rencontrer des gens partout au Canada parce que sport, c'est un ministère là, qui couvre vraiment le Canada au complet. Et du côté du développement économique, on est vraiment concentré ici au Québec. Donc, ça peut paraître déconnecté, mais en même temps, ça ne l'est pas parce que autant le développement économique que le sport, c'est à propos des humains. Quand on aide des entreprises, quand on aide des PME, quand on soutient des athlètes, des entraîneurs, on fait ça d'abord et avant tout pour soutenir les humains qui sont derrière ces projets-là. Donc, moi, c'est à ça que je connecte. Puis, aux gens chez Ressort Liberté, c'est la même affaire. C'est du bon monde qui sont super créatifs, innovants, puis qui veulent aller plus loin. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Merci, Mme la ministre. Ça me fait plaisir à moi aussi. Toute l'équipe Desjardins Entreprises Côte-du-Sud vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, votre partenaire de choix pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Joyeuses fêtes! Alignement Brochu et Fils à Montmagny est votre centre de service Napa Autopro. En cette période des fêtes, Alignement Brochu et Fils vous souhaite de joyeuses fêtes et remercie sa fidèle clientèle. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit, avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiseries et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration, rénovation et dépositaire de peinture bétonnelle du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année remplie de bonheur. Connaissez-vous le Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, situé le long de la route 132? Bien, il est ici depuis maintenant 15 ans et pour nous en dire davantage, j'ai avec moi Bianca Roy, qui est directrice générale de l'établissement. Bonjour Bianca. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout d'abord qu'est-ce que c'est ce musée? Oui, donc le Musée de la mémoire vivante, c'est un musée qui est voué à la personne. Donc, c'est vraiment les gens qui vont être au cœur de nos expositions. C'est eux qui vont vont raconter leurs pratiques par le biais de témoignages. Donc, il va y avoir beaucoup d'extraits, beaucoup de capsules à écouter dans chacune de nos expositions pour vraiment mettre la personne à l'avant-plan. Et dans le fond, toutes les expositions sont évolutives. Donc, chacun de nos visiteurs est invité à venir ajouter sa mémoire à celle qui est présentée dans les expositions, mais peuvent aussi ajouter leur mémoire, nous partager leur mémoire sur différents sujets qui ne sont pas en exposition. Et tout ça est ajouté dans nos collections, en fait. Si on commence par l'extérieur, le bâtiment est absolument magnifique. Oui, donc le bâtiment, c'est une reconstruction du manoir de Philippe Aubert de Gaspé. Le manoir d'origine a été incendié en 1909 et en 2008, on va reconstruire ici, un peu plus loin que l'emplacement d'origine, sur le même modèle architectural, la même volumétrie, donc identique à l'extérieur, mais évidemment complètement différent à l'intérieur pour être adapté en tant que musée. Vous avez quand même des indications de l'ancien bâtiment. Oui, c'est ça. Donc, en faisant le tour du terrain, les visiteurs peuvent passer près du Fournil, qui est en fait la zone archéologique. Et le Fournil, bon, c'est un four à pain. C'est aussi un ancien puits qui reste à l'intérieur et c'est le seul bâtiment qui daterait de la période d'origine du manoir, donc vers les années 1764 environ. Et juste derrière ça, on a des traces au sol qui viennent marquer l'emplacement du véritable manoir, donc le manoir d'origine. Et en continuant sur le terrain, les gens peuvent visiter des jardins, un caveau et peuvent même se rendre jusqu'au fleuve. À l'intérieur, qu'est-ce que les gens peuvent voir? Parce qu'on a l'habitude de regarder dans un musée. Là, on peut écouter aussi. Oui, c'est ça. Donc, à l'intérieur, on a 5 expositions qui sont à voir présentement. Une sur Philippe Aubert de Gaspé, évidemment. Notre toute nouvelle exposition sur les boîtes à chansons. Une exposition sur les pratiques de récupération qui vont être issues de la mémoire de la première moitié du 20e siècle. Et une exposition de portraits qui a été faite en collaboration avec l'artiste Tania Elion. C'est peut-être le moment de venir avec ses grands-parents. Ils vont pouvoir nous raconter bien des histoires aussi en voyant les différents articles présentés.
Oui, c'est ça. Donc, les objets dans nos expositions vont être des déclencheurs de mémoire et viennent essayer de raviver des souvenirs et justement d'alimenter le partage intergénérationnel. Alors aujourd'hui, on va aller visiter ensemble l'exposition sur les boîtes à chansons qui vient tout juste d'être créée. Je vous suis? Oui. Le Musée de la mémoire vivante présente une nouvelle exposition depuis le 19 juin et c'est sur les boîtes à chansons. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ce thème-là? En fait, c'est un projet qui, à la base, est venu d'une étincelle qui a été provoquée par un visiteur. Il faut remonter en 2018, lorsque M. André Mathieu vient visiter le musée. Lui aime bien la mission, est charmé un peu par le musée, va revenir quelques temps plus tard et va proposer au musée un don d'archives en lien avec sa boîte à chansons, La Catastrophe, qui était dans un collège à Lauson, dans les années 60-70. Et donc, lui va aussi témoigner en lien avec sa boîte à chansons. Et tout ça va rester un peu dans nos archives jusqu'en 2021, quand vraiment le projet va être réanimé par un employé d'été qui est arrivé au musée et qui, lui, commençait un projet de recherche sur les boîtes à chansons. Et donc là, à partir de là, le projet va vraiment débouler et ça nous apporte à l'inauguration qu'il y a eu le 18. Qu'est-ce que les gens vont retrouver ici sur place dans l'exposition? Donc, dans l'exposition, on a beaucoup de mémoires qui vont être partagées à propos des boîtes à chansons. On a fait 42 témoignages spécialement pour cette exposition-ci. C'est des artistes, des propriétaires de boîtes à chansons, des spectateurs qui ont été rencontrés vraiment pour l'exposition et qui vont nous partager leur regard du phénomène. Donc, on va comprendre c'était quoi l'ambiance dans une boîte à chansons, on va comprendre comment les propriétaires des boîtes à chansons allaient approcher les différents artistes, parce que souvent, les gens vont être très jeunes. On a des propriétaires de boîtes à chansons qui avaient 17 ans à l'époque et qui approchaient, disons, Félix Leclerc pour venir chanter dans leur boîte à chansons. Donc, c'est des gros artistes parfois qui se faisaient approcher par des gens très, très jeunes pour aller performer dans des tout petits milieux. Les boîtes à chansons vont souvent avoir une capacité d'environ 100 de personnes. Donc, c'est vraiment très, très petit comme local. Et les prix des spectacles vont être aussi très petits. On a, dépendamment des années, des spectacles à 25 sous. On a des spectacles à 2 $ aussi du billet. C'est un véritable réseau, finalement, les boîtes à chansons. Vous m'expliquez que le gap entre ce que vous avez, les possibilités que vous avez recensées de boîtes à chansons au Québec est quand même assez énorme. Oui, c'est ça. Donc, selon les écrits, au Québec, il y aurait eu entre 75 et 2000 boîtes à chansons. C'est un écart assez majeur. Nous, pour l'exposition, on a essayé d'en faire un recensement et on a réussi à en recenser 129 jusqu'à maintenant, qui sont présentés sur une carte interactive dans l'exposition. Et en fait, tous les visiteurs sont invités à nous aider à documenter les boîtes à chansons. Donc, que ce soit en nous donnant des informations à propos de celles qui sont déjà présentées sur la carte ou en nous proposant des boîtes à chansons qui ne le sont pas pour qu'on puisse faire des recherches et les ajouter. On pourrait peut-être dire que vous cherchez aussi des anciens spectateurs des boîtes à chansons pour avoir des témoignages. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde qui a connu l'époque des boîtes à chansons est invité à venir visiter l'exposition et à nous partager leur mémoire en lien avec les boîtes à chansons. Oui, parce que c'est un peu plus difficile que vous m'expliquiez d'avoir ce genre de témoignage-là. Oui, c'est ça. En fait, pour les propriétaires, les artistes, ça a été relativement facile de trouver des témoignages. Au niveau des spectateurs, la plupart des gens ont l'impression qu'assister à un spectacle, c'est pas vraiment une mémoire qui vaut la peine d'être partagée. Pourtant, pour les gens qui ont accepté de partager cette mémoire-là, ça vient vraiment enrichir l'exposition. C'est des très beaux souvenirs qui, pour les gens comme moi qui n'ont pas connu l'époque des boîtes à chansons, nous permettent de vraiment nous replonger dans l'époque. Alors voilà, c'est une invitation. L'exposition est disponible jusqu'à quand? Jusqu'en 2025. Donc, les gens ont 2 ans pour venir nous visiter. Évidemment, on vous invite à venir nous visiter avant la fin de l'exposition, surtout si vous voulez partager votre mémoire. Merci beaucoup, Bianca. Ça fait plaisir. Au Salon de quilles Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les quilleurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. Ici Renée Grégoire, présidente du Club FADOC de Montmagny. Au nom de nos 950 membres, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et joie.
Boutique Le Rendez-vous. Depuis plus de 10 ans au cœur du Vieux-Montmagny. Collection mode actuelle et différente avec une belle sélection d'accessoires. Boutique Le Rendez-vous, rue Saint-Jean-Baptiste. En cette période festive, profitez pleinement de la présence de ceux que vous aimez. Partagez des repas délicieux, célébrez et soyez heureux. Et bien sûr, n'oublions pas de penser à ceux qui sont dans le besoin car la générosité, c'est le secret de l'esprit des fêtes. En terminant l'année 2023, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année. Nous serons de retour le 8 janvier, mon équipe et moi, pour vous servir. Passez d'excellentes fêtes et joyeuses fêtes et à bientôt. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit, avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François.